et bienvenue dans cette vidéo où on va parler lecture, films et séries avec mon assistante préférée, Mando. Je n'ai plus de Chesky Queen, les amis. Si vous me découvrez dans cette vidéo, vous ne comprendrez pas de quoi je parle, pardon, mais pour tous les autres, vous comprendrez. J'ai changé ma chaise pour cette magnifique chaise dont l'accoudoir se replie, se déplie plutôt, et du coup, regardez, c'est trop génial. Mando peut se mettre à côté de moi. Parfait. Et puis ça va être parfait pour ne plus avoir des Queen Man chaises. Hop, c'est bon, j'ai réglé la caméra. J'ai lu des petites pépites et j'ai lu des choses moyen et je me suis fait influencer par rapport à ces lectures. Alors je vais commencer par les choses moyen. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les références en barre d'infos pour que vous puissiez trouver facilement les livres dont je parle. Et le tout premier que je n'ai pas sous la main parce qu'en fait je l'ai lu en format Kindle, donc je n'ai pas le visuel à vous montrer. Et j'ai pas encore imprimé la vignette parce que je vais me faire aider, voyez-vous, de mon carnet où j'ai répertorié, parce que vous savez que sinon j'oublie absolument tout, j'ai répertorié mes lectures et ce que j'en ai pensé et les films. J'ai lu les McCoy, tome 1. J'ai lu le tome 2 aussi, parce que j'ai pas voulu m'arrêter au tome 1. C'est une lecture qui... bah ouais, en fait, on en parlait sur les réseaux sociaux. Je me suis un petit peu fait influencer. Bon, après, le thème me plaisait. Et j'ai craqué, je l'ai pris, et... moyen. Alors, je l'ai noté 3 sur 5. Le tome 2, je l'ai pas noté, tiens. Bon, ça devait être pareil, hein. Franchement... le problème... Alors, ça se passe à notre époque, en Écosse. Et on a des clans qui sont... mais c'est en off, on ne le sait pas vraiment, les habitants ne le savent pas, c'est quelque chose qui se passe un petit peu de façon secrète. Et ces clans, il y a des gros clans écossais et des plus petits clans écossais. Et en fait, on retombe sur ils ont des façons de procéder, des lois, des lois claniques qui sont, en plus d'être carrément misogynes, mais ça c'est annoncé dès le début, hein. On vous dit attention, c'est un univers d'hommes avec des lois masculines, c'est très misogyne. La personne qui l'écrit le dit. C'est pas ça qui m'a dérangée parce que ça j'étais prévenue, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Et il y a une jeune femme qui va du coup, par tout un tas d'événements, se retrouver protégée par l'un des chefs du clan. Et ça va être son histoire à elle et son histoire à lui qui va aussi en découler. C'est une romance comme vous aurez pu le saisir. Mais moi, ce qui m'a déplu dans ce livre, c'est les espèces de secrets pas secrets. C'est-à-dire que on comprend, il y a des secrets, sauf qu'en fait, quand on lit le livre, on a tout de suite compris, en fait, quels sont les secrets. J'ai eu l'impression, alors j'ai dit ça à quelqu'un qui n'avait peut-être pas la référence, si vous avez vu la série Smallville, qui date de mon époque, avec Superman, qui était amoureux d'une fille, tout le monde sait que c'est Superman, il a des super pouvoirs, le truc dure 10 saisons, et elle apprend qu'il a des super pouvoirs alors que, je veux dire, c'est pas possible de pas le savoir. Elle l'apprend au bout de la 7e saison ou un truc du style, et en fait, on a cette espèce de secret qui dure, mais tout le monde le sait, on a juste envie de dire non mais vas-y dis-le, parce qu'en fait la tension, non seulement la tension est pénible, mais en plus il y a de secrets pour la personne qui est protagoniste de l'histoire, mais nous c'est bon, on a compris, donc finalement ça servait à rien de tricoter le truc aussi longtemps. J'ai eu un petit peu cette impression là en fait en lisant ces livres où on fait assez vite les liens, les connexions. Et il y a même des choses, je trouve, parce que au début, en tout cas dans le tome 1, j'avais l'impression que c'était pas suffisamment, l'univers était pas suffisamment bien décrit pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Il y a des réactions de personnages où on se dit, mais enfin, qui réagirait comme ça dans la vraie vie? Et ça m'a un peu
j'ai eu du mal du coup à accrocher par rapport à ça. J'ai quand même lu le tome 2 parce que finalement on a une sorte de petite fin et je me suis dit attention, ne t'arrête pas au tome 1 parce que souvent dans certains livres dont l'univers a l'air travaillé, puisque là en l'occurrence il y a quand même 6 tomes qui nous attendent, dans un univers quand même assez travaillé, il peut y avoir des petits raccourcis qui sont faits dans les premiers tomes, et puis ensuite l'histoire explose au fur et à mesure, et là on entre vraiment dedans. Donc j'ai pas voulu m'arrêter au tome 1, j'ai plutôt bien fait parce que dans le tome 2 on gratte un petit peu plus des informations supplémentaires, même si boum on se retrouve encore avec un autre secret, ou en fait pas secret, enfin qu'on arrive à comprendre assez rapidement, et une fin qu'on arrive aussi à saisir rapidement. Certains passages ont été rajoutés à la fin du tome 1 parce que c'est une réédition, et j'ai trouvé pour le coup que ça apportait énormément à l'histoire. Les réactions du personnage masculin du coup sont beaucoup plus compréhensibles parce que tout d'un coup on a sa vision à lui qui est venue s'ajouter à la fin du premier tome, et qui nous donne une envergure du personnage un petit peu plus approfondie, et ça vraiment j'ai apprécié. Je pense que je l'aurais noté 2 sur 5 si j'avais pas eu ça en plus à la fin. Donc voilà, écoutez, je pense que je lirai quand même la suite parce que ça se finit pas vraiment. En fait, dans le tome 1 et 2, on a vraiment l'histoire de la jeune femme et de ce premier protagoniste. Et en fait, comme on parle d'un clan, il y a tout un tas d'autres personnages qui viennent se greffer à l'histoire. Et dans le tome 2, par exemple, on va parler de la sœur du héros du tome 1 et 2, avec l'un des protagonistes dont on a suivi un petit peu l'histoire dans le tome 1 et 2. Donc je trouve ça intéressant, on va changer de point de vue. Et le fait de changer de point de vue va peut-être aussi apporter quelque chose de neuf, tout en continuant l'histoire principale en fait. Donc ça j'aime bien, je trouve ça intéressant. L'histoire principale n'est pas finie, mais là on va peut-être avoir un regard différent, et ça va peut-être apporter de l'eau à l'histoire, au moulin quoi. Donc je tenterai, mais vous voyez j'ai fait une pause, et pourtant moi j'aime bien lire les livres. Quand c'est une série, j'aime bien les lire de bout en bout. Donc c'est que j'ai pas vraiment accroché pour avoir envie de directement plonger dans le tome 3. Un livre que j'ai complètement... ce livre, il est très sympa. Ma fille l'a lu. Il est vraiment à mettre dans toutes les mains. C'est un livre qu'on peut lire en famille. Certaines choses, nous le verrons, nous le comprendrons en tant qu'adultes, et les enfants ne le comprendront pas forcément. C'est Bruxelles. Je l'ai découvert dans un salon du livre, j'ai découvert l'autrice et j'ai vraiment eu envie de découvrir ce livre. Alors elle nous l'a vendu comme quelque chose d'un petit peu rigolo, moi je ne l'ai pas trouvé si rigolo que ça. Par contre, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais on retrouve une satire de notre époque à travers les oiseaux qui habitent à Bruxelles. Et c'est génial, je vous lis juste le résumé. À Bruxelles, depuis le printemps, des œufs se volatilisent. Le Parlement des oiseaux décide de tirer au clair ces disparitions mystérieuses. La mission est confiée à un trio bigarré, Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille acariâtre, et Champerdu, un rouge-gorge tapageur. En 8 jours, d'un bout à l'autre de la ville, cette équipe improbable va devoir résoudre l'affaire, quitte à y laisser des plumes. Alors c'est hyper intéressant parce que chaque type de volatile a un... Bah, c'est qu'est-ce qui t'a fait peur? Il n'y a pas d'oiseau là. Chaque type de volatile a un tempérament vraiment bien à lui. Du coup, l'association, les oiseaux entre eux ne s'associent jamais pour rien faire du tout. Et là, du coup, l'association de ces 3 oiseaux-là va donner vraiment un trio complètement improbable. Et c'est vraiment génial, on nous parle d'une fable animalière percutante qui pose avec finesse et humour un regard sur la société et son rapport à la différence, et c'est complètement ça. Franchement, je peux pas trop vous en dire plus sans vous révéler la suite, puisque voilà, c'est une sorte de petite enquête policière. On s'attend pas forcément à la chute, on reste vraiment sur le qui a volé les œufs jusqu'au bout, enfin presque jusqu'au bout. Mais quand on apprend qui a volé les œufs, on se dit mais
comment l'histoire va se terminer avec cette chute. Et je trouve, j'ai trouvé vraiment, c'était super. Le seul petit bémol que moi j'y ai trouvé, c'est qu'il y a beaucoup de petits passages en fait, de petites, vous voyez, ici en fait l'auteur a mis des tout petits passages un peu comme des astérisques et on va sur le côté pour lire son petit commentaire à elle, et il y en a beaucoup et du coup ça a tendance un peu à casser le rythme de lecture, mais j'avais jamais vu ça autant, c'est pour ça que il y a des choses qui auraient pu être intégrées au récit à mon goût personnel, hein, c'est tout. Mais voilà, je pense que à lire aussi, c'est autant, je vous le rappelle, ma fille a 11 ans, ça lui a plu. Ça peut être lu plus tôt que 11 ans, ça peut être lu en famille. Il y a des choses qui seront vraiment percutantes avec notre regard d'adulte. Et ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Ah, merveille de merveille. Mais j'ai terminé tous ceux qui sont sortis, hein. Je crois qu'on en est au tome 4, c'est ça? Je vous avais parlé du tome 2. Bon, Le Chant des Grenouilles, de toute façon, c'est une série de BD qui est juste incroyable à mettre entre toutes les mains. Enfants, ados, adultes, vous allez vous régaler, quel que soit votre âge. Alors, il y a une petite particularité, c'est que chaque tome a été dessiné par un dessinateur différent. C'est une association du coup entre un auteur et un dessinateur différent à chaque fois. Et je trouve ça génial. En fait, je trouve que c'est tellement bien fait que, vous voyez, moi j'ai lu plusieurs tomes. J'ai lu les 2 et le 3 d'affilée. Et j'ai pas été. Le 3 et le 4, pardon, d'affilée. Et j'ai pas été dérangée par ce changement de graphisme, en fait. Et je trouve ça même génial parce que ça donne à chaque fois une dynamique différente au personnage. C'est excessivement bien. Je vous en ai déjà parlé puisque en fait jusqu'au tome 3 c'était une histoire de pâtisserie et de gâteaux. Il y avait un mystère autour d'un gâteau qui s'est fait empoisonner. Et le tome 4 part sur une nouvelle histoire. Je l'ai trouvée un peu plus courte. Je suis un petit peu restée sur ma faim, mais ça ne m'a pas empêché d'adorer quand même. Donc vraiment cette bande dessinée, mais qu'est-ce que je la conseille à tout le monde. Je ne conseille pas toutes les bandes dessinées que je lis à tout le monde, mais vraiment, il y en a deux, trois, les Grimoires d'Elphie, au Chant des Grenouilles, vraiment qui sont... c'est des petites pépites, ces bandes dessinées. Tu as remarqué un petit signe de main que je vous ai fait? C'est parce que j'ai j'ai la main sur la coudoir, c'est pour ça. C'est pour ça. Bref, une série que j'ai écoutée en audiobook, mais je vais quand même pouvoir vous la montrer. Ça a été mon coup de cœur. C'est L'ours et le rossignol. Alors je vous mets ici, c'est le tome 1. Vous avez le tome 2 ici. En fait, et le tome 3. Voilà, c'est vite fait pour vous montrer les couvertures. Moi, je vais le découper et mettre dans mon journal de lecture. Qu'est-ce que j'ai marqué d'ailleurs? Avril 2026 et mai 2026. Pourquoi avril? Ah, c'est parce que je les ai commencés en avril et en fait je les ai tellement aimés qu'après je les ai tous finis en mai. C'est pour ça. Je les ai notés 5 sur 5. J'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui nous plonge dans les contes et la mythologie russe. La plume est... Ah ouais, la plume. Oh, la plume de l'auteur est fluide. Elle est envoûtante. On plonge dans l'histoire. C'est vraiment une pépite au niveau de l'écriture. Magie de l'hiver mise à l'honneur. Oui, bah, forcément, ça, c'est une série de livres qui se passe en Russie. L'histoire d'une jeune fille sur plusieurs années, mais aussi de toute sa famille en Russie, dans un village. Et c'est la fille d'un boyard, ou une famille en tout cas de boyards, donc des personnes qui font partie de l'élite. Elle va quitter son village pour aller aussi dans la capitale, rencontrer son cousin, rencontrer ses cousins, sa sœur qui va être mariée à un prince russe. Donc on a vraiment l'histoire et on va vraiment travailler, enfin l'auteur a vraiment travaillé l'histoire de la famille, mais on a l'accent sur cette jeune femme qui voit les esprits de la maison, elle voit l'esprit de l'hiver. Et du coup, on a un lien comme ça qui se crée dans une époque où on est où l'apparition
du christianisme prend de plus en plus d'essor. Et en fait, on a la nouvelle religion et l'ancienne religion qui viennent un petit peu en friction. L'un des frères, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que l'un des frères devient moine, mais là-bas, ce sont des moines guerriers. Donc en fait, il y a en même temps des petits bouts d'histoire russe. En même temps, on comprend comment fonctionne en fait le rôle de la femme, la place de l'homme, comment sont vues les choses. Et en même temps, on plonge dans la mythologie, mais elle voit les esprits, donc, et on l'accompagne vraiment dans sa quête d'elle-même, en fait. Qui est-elle? Parce que elle se rend bien compte qu'elle n'est pas comme les autres, et elle veut comprendre aussi, enfin c'est pas qu'elle veut comprendre ses origines, mais c'est qu'en fait petit à petit ça va s'imposer à elle. On est très dans l'empathie parce qu'en fait on suit cette famille et cette jeune fille depuis qu'elle est enfant, depuis qu'elle est née. Le premier tome se positionne sur son enfance et son adolescence. Et après, ça s'enchaîne un petit peu. C'est beaucoup plus rapide, hein. Le deuxième et le troisième tome, c'est une jeune adulte. Et voilà, on reste sur ces années de jeune adulte. Mais pépite. Vraiment pépite. J'ai marqué avec des personnages forts. Ouais, ouais, les personnages sont extrêmement bien travaillés, mais toute l'histoire est bien travaillée. Ah, je vous le recommande, vraiment. J'ai terminé également Apprentice to the Villain, le tome 2, du coup, Comment s'appelait le tome 1? Assistant to the Villain. Bon, toujours aussi drôle, toujours aussi... on continue à suivre l'histoire. Alors, c'est vraiment un slow burn dans cette histoire slow. Des fois, on se dit, bon, allez... allez un petit peu plus vite là, dans votre histoire, surtout que ça avance, mais ça avance doucement. J'aimerais que ça avance un petit peu plus vite. Par contre, toute l'histoire annexe avance de plus en plus vite. Donc ça, c'est super. J'ai le tome 3 qui est juste là. Après l'avoir fini, et après avoir fini justement L'ours et le rossignol et la jeune fille dans la tour. L'hiver de la sorcière, pardon, c'est le tome 3. Je me suis demandé si j'enchaînais directement sur le 3, en sachant qu'il y a un 4 qui va arriver. Du coup, j'avais envie de continuer. Et en même temps, je me suis dit, mais je sais que j'aurais envie d'enchaîner le tome 4 après avoir lu le 3. Surtout qu'il y en a l'une d'entre vous qui, sans me spoiler, m'a dit, oh là là, cette fin, il me tarde le tome 4. Ne me remerciez pas de vous l'avoir dit à mon tour. Mais du coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais est-ce que je vais arriver à être patiente? Alors du coup, j'ai opté pour autre chose. J'ai eu un détournement tactique dans ma lecture. Je suis passée sur un livre que j'ai trouvé sur une brocante. Celui-ci, Cœur et âme de Colleen Hoover. Alors visiblement, elle est assez connue, Colleen Hoover. Moi, je la connaissais pas. Comment vous parler de ce livre? C'est un livre en un tome, hein. Donc c'est pour ça que je suis passée sur un livre où je savais que j'aurais un début, une fin, qui allait se lire assez rapidement. Je me suis dit, au début je l'avais pris pour que ce soit mon livre un petit peu d'été, tranquille, chill. Et en fait, mais j'ai été tellement embarquée dans l'histoire que je l'ai terminé en très rapidement en fait. Moi, par contre, je ne comprends pas trop. J'ai un doute sur la prononciation du nom de l'héroïne. Pardon, je sais qu'elle le prononce au début, qu'elle dit comment ça se prononce, mais elle le dit qu'une seule fois. Et mon cerveau sans mémoire ne l'a pas retenu. Alors ça se prononce pas comme ça parce qu'elle le dit, c'est Beya, Beya. Ça s'écrit Beyah. A grandi dans la pauvreté auprès d'une mère droguée. À 19 ans, elle est enfin prête à voler de ses propres ailes. Elle a su se trouver une issue et s'apprête à entrer à l'université avec une bourse obtenue grâce à ses talents de sportive. À 2 mois du grand départ, la mort brutale de sa mère la plonge dans une situation très compliquée. Sans argent, sans logement, elle n'a qu'un seul recours, chercher refuge auprès de son père qui ne s'est jamais occupé d'elle, mais a conservé un lien ténu avec elle. Billet, on l'appelait comme ça, va débarquer dans sa maison sur une presqu'île touristique où elle va faire connaissance avec les membres de la famille qui l'a bâtie loin d'elle. À sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien.
Elle va aussi rencontrer Samson, un garçon de son âge qui vit dans la somptueuse demeure voisine. Ils n'ont rien en commun, pourtant elle sent en lui une âme sœur. Un cœur, alors c'est dit comme ça dans le résumé, mais c'est pas dit comme ça dans l'histoire. C'est pas du tout, on n'a pas le côté âme sœur fait un petit peu romantisé, mais c'est pas du tout comme ça qu'il s'est abordé dans l'histoire. Au cœur de cet été, elle va se rapprocher de lui et apprendre à connaître ce mystérieux jeune homme. Un été entre soleil et océan, mais rempli de tant de secrets. Et en fait, il y a énormément de secrets qui est autour du personnage de Samson, du personnage masculin. Et elle va essayer, elle, avec son vécu et ce qu'elle ressent, qui fait écho à ce que Samson ressent également, aller tout en douceur détricoter l'histoire de Samson. Et en même temps, j'ai trouvé ça magnifique. Au début, on la voit complètement fermée, qui ne veut pas avoir de lien social avec les autres, et qui se dit, qui fait un peu semblant de le vouloir pour pas paraître complètement extraterrestre. Elle va se retrouver et se plonger dans l'histoire de ce jeune homme et en fait s'ouvrir petit à petit et réussir justement à détricoter un petit peu son histoire à lui permettre de s'ouvrir également. Et en fait, c'est tellement... il y a une espèce de pudeur dans ce roman qui est extrêmement touchante. Et il y a des mots, des phrases qui, moi, m'ont profondément touchée parce que la façon dont décrit l'autrice les émotions et ce que peut ressentir cette jeune femme, parce qu'elle ne nous parle pas de ce que ressent Samson, il y a vraiment ce mystère autour de lui, mais elle nous parle vraiment à travers la vision de Billa, vous aurez compris, que je trouve très juste en fait. Et il y a des choses que, sans avoir du tout vécu la même histoire que ce personnage, mais il y a des moments où en fait on peut se reconnaître dans son histoire. Moi, il y a un moment où elle décrit mais tellement bien cette sensation d'être dans un endroit magnifique et pourtant de ne pas se sentir à sa place. De se sentir déconnecté de l'endroit où on peut être ou de ce que l'on peut voir, qui devrait nous apporter quelque chose et qui pourtant, on se sent en complet décalage avec ce qu'on est censé ressentir. Et je trouve, mais ça, la façon dont elle l'a décrit m'a énormément parlé. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui tombent de façon extrêmement juste et j'ai été vraiment embarquée. Et voilà, moi, je vous le recommande. Il y a des choses qui sont dures, par contre, dans ce livre, mais c'est aussi ce qui permet d'être touché par les personnages. Hop, je vous le remets ici, cœur et âme, mais pareil, hein, je vous le mets en dessous, en barre d'infos. Voilà. J'ai lu du coup Bribis des éditions Oxymore. Enfin, j'ai lu que le début, après j'ai commencé à lire un peu en diagonale et après j'ai carrément arrêté. Ça m'a pas du tout convaincue, donc je vous en parle pas plus que ça. Déjà, c'est pas pour mon âge, c'est plutôt pour des enfants plus jeunes. Pour des enfants plus jeunes, évidemment. Pardon, j'étais en train de penser à ma fille en même temps. C'est pour des enfants assez jeunes, je pense, je dirais 7 ans. Mais en même temps, je suis pas du tout convaincue, ni par l'histoire qui trouve un peu bateau, et pas du tout par le caractère des personnages en fait. Donc voilà, j'ai pas aimé, je vous le mets de côté, chacun ses goûts après. Ah oui, bah si, bah du coup, non, je les ai pas lus, mais je les ai reçus, je vais vous le montrer. Alors, j'ai reçu Far From Beltol. On lui a promis l'enfer et c'est avec joie qu'elle s'y rend. C'est ce que nous promet ce livre. Lily n'a pas envie de mourir, mais ce qui l'attend dans l'au-delà est une magnifique surprise. Alors qu'elle explore les différents paradis, elle se surprend à être attirée par un endroit que la plupart des gens évitent, l'enfer. Forte de son expérience en SAV et d'années de sarcasme refoulé, elle devient une alliée pour les démons du portail, faisant de ce qu'aucun humain n'a jamais fait, leur donner un coup de main. Mais quelque chose s'agite au-delà des frontières de ce monde menaçant de détruire son nouveau foyer. C'est par la même maison d'édition, les éditions Calix, que Apprentice to the Villain. Du coup, ça m'a donné énormément envie de le découvrir parce que je me suis dit que si c'est aussi marrant que Apprentice to the Villain et voilà, je me suis dit allez banco. Mais j'ai pas commencé par celui-là. J'ai commencé, comme je vous le disais, pour diluer mon envie de lire Accomplice to the Villain. Il y avait un autre livre que j'avais vraiment très très envie de lire depuis que je l'ai reçu. Et j'ai reçu il y a quelques semaines le tome 2.
et c'est un livre en 2 tomes, donc je sais que je vais avoir le début et la fin. C'est Le Monde suspendu de Axio, aux éditions Lumen. Je n'ai lu que le premier chapitre, je viens tout juste de commencer. Mais bon, déjà, c'est très bien écrit. Il n'y a rien à redire sur le style d'écriture. Et dès le premier chapitre, on nous emporte dans l'univers. Je vois que le deuxième chapitre est consacré, enfin c'est le premier chapitre, c'est l'héroïne, le personnage féminin qui parle et son point de vue à elle. Le second chapitre, c'est le personnage masculin. Donc j'aime bien ça aussi quand on a un jeu entre quand on voit l'évolution en fait de 2 personnages, puisque là c'est vraiment cette rencontre entre cette jeune fille qui a des pouvoirs magiques. Moi, je vais vous lire le résumé. Pour ceux qui sont nés sous des étoiles contraires, le destin est en marche. Voici 10 ans que Reine, l'héroïne, a dû fuir les siens et qu'elle a été recueillie par une troupe d'artistes itinérants. 10 ans pendant lesquels elle a dû dissimuler ses aptitudes magiques pour ne pas attirer l'attention. 10 ans pendant lesquels elle s'est forgée une nouvelle vie, qui se voit réduite à néant le jour où, attaquée par un démon en plein spectacle, la saltimbanque libère son pouvoir sous la forme d'une lumière qui passe tout sauf inaperçue. Ça, je vous spoile pas, on comprend dès le premier chapitre que avoir des pouvoirs, c'est quelque chose qui est mal vu. Bientôt, tous les mercenaires de l'Empire sont engagés pour la retrouver. Shun-Ho, le personnage masculin, un ancien soldat devenu chasseur de primes, après s'être révélé sans aucun souvenir de son passé il y a 2 ans de ça, participe à la traque. Mais l'enjeu est tout autre pour le jeune homme, qui cache un terrible secret, car cette quête pourrait enfin lui apporter les réponses qu'il cherche sur sa propre identité. C'est une duologie, fait la part belle justement au folklore coréen, et ça je trouve ça, j'avais vraiment envie de le découvrir. Je continue et je vous dirai ce que j'en ai pensé du coup dans le prochain vlog, puisque je vais me régaler avec le tome 1 et le tome 2. Je vous fais un petit débrief. C'est long. Je vous fais un petit débrief des séries et des films quand même que j'ai vus. On a revu les... Ah ouais, je trouve ça intéressant quand même de vous le faire, parce que par exemple, on a revu les Gardiens de la Galaxie, le tome 3, le troisième film. Parce que vous savez, avec découvrir les Marvel à notre fille. Et on en est arrivé, du coup, en prenant chronologiquement, on est arrivé aux Gardiens de la Galaxie tome 3. Et le tome 1 et 2, c'est des films qui sont assez rigolos, ils font vraiment la part belle aux blagues. Le tome 3, c'est très dur. C'est un film qui est vraiment très dur. On parle de souffrance animale, on parle d'expérience sur les animaux. Enfin, moi, je me souviens que j'avais eu du mal. Je vous avoue qu'à un moment donné dans le film, je me suis levée, je suis allée faire la vaisselle, je suis sortie de la pièce parce que ça avait été difficile la première fois, ça a été tout aussi difficile. Je me souvenais plus pourquoi. Et j'aurais dû le savoir. Et ça a été... ma fille, on a toujours fait très attention à ce qu'on lui faisait voir. Et jusqu'à présent, elle n'avait jamais été choquée par un film. Parce qu'on a toujours attendu. Quel est l'âge, quelle est la maturité. S'il y avait des choses un petit peu plus difficiles, on lui en parlait avant. On voyait avec elle, bref. Et là, je me souvenais plus du tout. Et puis, le 1 et le 2 sont tellement rigolos que... on s'est pas posé la question, en fait. Enfin, je me souvenais plus pourquoi moi ça m'avait marqué. Et en fait, waouh, il est très très difficile. Et c'est la première fois qu'elle a été un peu choquée par un film, qu'elle a été un peu retournée par un film. Enfin, on voit des animaux qui sont recousus, qui ont subi des opérations, enfin des choses glauques et difficiles. Franchement, il y a un moment où je me suis mise à pleurer. J'ai regardé Maxime, il était en train de pleurer aussi. Voilà, je pense que ça vous dit tout, quoi. Bon, du coup, on a vu Ant-Man, le 3 de Ant-Man. J'ai noté 2,5 sur 5. Moyen. Franchement, c'est pareil. Celui-là, il casse pas trois pattes à un canard comme Marvel, à mon goût personnel. Alors, on l'a revu, et du coup, on l'a revu avec notre fille parce qu'on voulait lui faire découvrir. Alors, il y a plein de blagues qu'elle comprend pas parce que c'est des blagues un peu cucu. La série Ghost, mais pas la série française, la série... Est-ce que c'est une série anglaise ou est-ce que c'est une série américaine? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont sorti une série française. C'est pas celle-là qu'on a vue, c'est l'autre. Ghost, Fantôme à la maison, c'est une série, mais purée, mais cette série, mais elle fait du bien à regarder. Elle est géniale, elle est hyper rigolote. Les personnages sont attachants.
Les fantômes sont hyper attachants. Enfin, c'est pas des fantômes, c'est pas glauque du tout, c'est vraiment rigolo. Ah, une autre chose qu'on a vue. J'ai appelé des copines pour leur dire, mais regardez ce film. Je ne fais jamais ça. On a revu, pareil, pour faire voir à notre fille, on a vu quelques Ghibli, dont Kiki la petite sorcière. Quel plaisir! Ce film m'a fait, et à Maxime aussi, j'en ai parlé après avec lui, mais il nous a fait un bien fou. Je l'avais déjà vu, je savais que je l'avais bien aimé, mais j'avais pas eu ce regard, parce que clairement, en fait, dans ce film, comme dans tous les Miyazaki, on nous parle de certaines choses, mais de façon subtile. En fait, c'est un film qui nous parle du burn-out, de la difficulté de vivre de ses passions aussi, de la difficulté aussi de partir en terrain inconnu. Et en même temps, c'est une histoire très touchante, c'est beau, il y a beaucoup de lenteur, enfin les choses se font doucement. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Qu'est-ce que ce film fait du bien! C'est incroyable, je vous invite vraiment à regarder Kiki la petite sorcière. Ok, c'est un anime, mais il est vraiment à visionner. Puis chaque personne va avoir une grille de lecture différente. Un enfant va pas du tout voir ce que va voir un adulte. Et tant mieux, parce qu'en fait, bah voilà, comme je vous le dis, moi je l'avais déjà vu et j'avais pas du tout la même grille de lecture. Donc vraiment super. On a vu Le Royaume des chats, pareil, c'est un Miyazaki. Celui-là, je dirais pas qu'il casse trois pattes à un canard. Il est mignon à regarder. Je l'ai noté 4 sur 5. Après, voilà, disons que c'est sympa à regarder. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, il fait référence à un autre Ghibli qu'on a également vu. Et c'est Si tu tends l'oreille. Il n'y a pas d'ordre à regarder, il ne faut pas voir le Si tu tends l'oreille après ou avant avoir regardé Le Royaume des chats. Simplement, si vous le regardez, c'est sympa de voir les deux parce qu'il y a un gros clin d'œil en fait entre les deux films. J'ai bien aimé. Aussi, c'est pareil, là on est dans une tranche de vie, il n'y a aucun... on ne part pas dans la mythologie, on ne parle pas dans un royaume enchanté, on a vraiment quelque chose, une histoire, un petit bout d'histoire, une petite tranche de vie de deux adolescents, enfin de deux jeunes adultes qui cherchent leur chemin et qui veulent un peu se découvrir et découvrir ce qu'ils vont, comment après l'école ils vont contribuer à la vie, dans quoi ils vont s'engager. Et j'ai trouvé ça très chouette, ça fait du bien, un film qui vraiment fait du bien aussi. Ça c'est sûr, c'est une copine qui nous en a parlé. Et du coup on s'est dit qu'on allait le revoir, on a regardé un flic à la maternelle. Alors c'est du revu, 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 revu. Bon, c'était rigolo à revoir avec tous les clichés des années 90. Voilà, c'est un film de notre enfance qu'on revoit maintenant en disant ah ouais, tous les films étaient vraiment structurés de la même façon à l'époque. C'est assez rigolo, mais on lâche prise, on regarde, et puis voilà, c'est un film, faut lâcher prise. Qu'est-ce que c'est ça? Mais alors on a vu la fin de Gilmore Girl avec ma fille, mais bon ça je vais pas vous en reparler. J'ai vu quelque chose, je l'ai noté 4 sur 5, et vous vous rendez compte, je m'en souviens plus. En route pour l'avenir. J'ai dû le regarder en faisant autre chose. Je l'ai quand même noté 4 sur 5. J'ai dû le regarder sur Netflix. En route pour l'avenir. Ah mais si, mais je suis obligée de regarder des photos. En effet, c'est un film. C'est un film sur Netflix. Pareil, bah ça m'a un petit peu fait. Alors, pas du tout, l'héroïne n'a pas du tout le même vécu et tout, mais ça m'a un peu fait penser à Cœur et âme, dans le sens où c'est une petite tranche de vie pendant un été, avant que les personnages féminins et masculins s'engagent en fait dans leur vie d'adulte en fait. Donc j'ai trouvé je trouvais ça assez sympa. C'est assez léger, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Je vous en dis pas plus parce que vous voyez, c'est sympa, mais ça reste suffisamment léger pour que je l'ai oublié en un mois. Boyfriend on Demand. Alors ça par contre je l'ai pas oublié. C'est une série pareil sur Netflix que j'ai vue, coréenne. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que en fait je trouve que les séries coréennes, il y en avait déjà à mon époque quand j'avais 18 ans, ça commençait tout juste. Je trouve qu'elles sont de plus en plus travaillées avec des sujets qui sont de plus en plus creusés et des personnages
C'est pas juste quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre et qu'est-ce qui se passe, quoi. On a vraiment quelque chose qui se creuse au niveau de la psychologie des personnages et je l'ai trouvé dans cette série, j'ai trouvé ça très intéressant. Une jeune femme qui a du mal justement avec les relations, qui n'a pas vraiment envie de s'engager dans des relations amoureuses. Et en fait, il sort un casque de réalité virtuelle qu'on lui demande de tester, où elle peut choisir un boyfriend idéal et avoir des dates, des rendez-vous avec lui de façon virtuelle. Et ça va très loin parce qu'elle reçoit après des notifications sur son téléphone. Les personnages ne sont pas réels, mais la réalité vient, la fiction vient perturber sa propre réalité parce qu'elle reçoit des fois des messages aussi sur son téléphone du bah qu'est-ce que tu fais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ce genre de choses. Et en même temps, elle travaille dans une agence qui crée des mangas, vous savez, sur Internet. Et du coup, on lui confie justement une auteure qui parle exclusivement de romance. Donc, bon, déjà, c'est pas son domaine, mais elle se retrouve un peu projetée dans cette... qu'est-ce qu'on attend d'une romance? Donc, il y a plein de questions autour de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie relation? Qu'est-ce qu'on attend d'une romance? Qu'est-ce qu'on attend dans un couple? Comment est censé évoluer un couple? Et en même temps, il y a un jeune homme qui lui fait concurrence un petit peu dans son travail. Et elle va par obligation de travail, elle va être obligée de travailler un petit peu avec lui et de développer du coup une relation au début professionnelle, mais qui grince des dents. Enemy to lovers, et vous l'aurez compris, mais ça se joue sur... c'est plus poussé que ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Franchement, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai été prise dans l'histoire. Et pour terminer, j'ai vu la dernière saison de Virgin River, la saison 7. Je l'ai noté 2 sur 5. J'adore Virgin River. Mais alors là, j'ai trouvé complètement inintéressante cette saison. Je me suis même dit, mais en fait, elle y serait pas. Enfin, il n'y a pas vraiment d'évolution, où je pense qu'on aurait pu faire juste un épisode pour résumer en fait tout ce qui s'est passé dans cette saison-là. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé que ça n'avançait pas. On en est quand même déjà à la 7e saison, donc en fait, on a envie que ça avance plus. Ouais, en fait, je me suis vraiment ennuyée. Je me suis vraiment ennuyée, et à la fin, je me suis dit, ah bah tout ça pour en arriver là, bon, voilà. Alors, je reprends mon cahier sur le mois de juin, parce qu'en fait, on est déjà fin juin. Et je vais juste vous parler d'une dernière série que je suis en train de voir avec Maxime. C'est Person of Interest. Je crois que c'est une série qui date de 2012. Et franchement, c'est une série en même temps d'intrigue et en même temps un peu policière. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est une dynamique de série aussi, comme autrefois, où on a en même temps une trame de fond et en même temps, pour chaque épisode, une intrigue qui va se dérouler tout au long de l'épisode et qui va se terminer à la fin de l'épisode. Et ça, mais en fait, je trouve ça super relaxant. Je me rendais pas compte à quel point ça fait du bien d'avoir une sorte de début et de fin à chaque épisode, tout en ayant une trame de fond. Alors là, on en est à la saison 2, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus poussée, cette trame de fond, parce que là, on commence à tourner en rond. Je crois que c'est une série, il y a 7 saisons, donc, ou 5 ou 7. Donc il y a quand même le temps que ça se développe. Mais voilà, pour décompresser en se disant, je regarde un épisode, et puis en fait, j'ai un épisode, j'ai la fin de l'épisode, je peux passer à autre chose aussi, et il n'y a pas ce truc qui reste sans arrêt dans la tête, à se dire, et comment ça va évoluer, et tout. Voilà, je trouve qu'en fait, ce genre de série, ça ferait du bien qu'on en remette un petit peu, parce que ça fait du bien aussi pour lâcher prise, et se dire, je regarde juste un épisode en mode chill, et pas en mode je binge-watch pendant 3 heures, mais juste je regarde un épisode, j'ai un début, j'ai une fin, je passe à autre chose, voilà, on peut le regarder entre midi et 2, on mange un truc devant, à la fin on a l'impression d'avoir fini quelque chose et pas d'encore d'avoir quelque chose qui trotte dans la tête. Voilà. Sinon, franchement, bonne série, j'attends de voir ce que ça va donner, et j'aimerais que ça évolue un petit peu plus rapidement, mais rien à redire. En fait, je vous ai fait quand même le résumé sur 2 mois. Finalement, j'ai quand même 2 mois de lecture là, que je viens de vous faire, et de séries et de films, parce que in fine, nous sommes déjà fin juin. J'espère que ce petit temps vous aura plu, que ça vous aura donné des envies de lecture, des envies de découvrir des livres qui, écoutez, moi m'ont plu, et ça me fait toujours plaisir de les partager avec vous, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous lisez en ce moment, pour me donner plein d'idées et plein d'envies, ajouter des choses à ma wishlist,
ou des films que vous êtes en train de voir, des séries aussi que vous êtes en train de voir. Je vous avoue qu'on cherche assez souvent des nouvelles séries à regarder avec Max et des trucs un peu chill, un peu sympas, qui nous permettent de lâcher prise et on a du mal des fois à trouver parmi les nouveautés. Je trouve que c'est des fois un un peu lourd. On hésite, enfin là à notre époque, je trouve qu'on n'hésite pas à mettre un peu trop de violence. Oh, mon Dieu, je vous en ai pas parlé. J'en ai parlé sur Instagram tellement moi j'ai été choquée. Qu'est-ce qu'on a regardé? J'ai voulu regarder la série Yellowstone. Bah Kevin Costner, je me suis fait avoir. Et bah si vous êtes sensible comme moi ou comme Maxime, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Autant j'en ai discuté après avec ma sœur, elle a adoré cette série. Elle l'a vraiment littéralement adorée. Il y a des spin-offs et on m'a dit que le spin-off qui se passait en 1787, je crois, était beaucoup plus soft que la série Yellowstone qui se passe à notre époque, hein, puisqu'ils ont des hélicoptères et tout, parce que quand j'en ai parlé, on m'a dit ouais, mais c'est à l'époque, tu comprends, à l'époque quoi dans la série, ils ont des hélicoptères, donc ça se passe à notre époque en fait. Ah non, mais c'était horrible. Il y avait de la violence sur les animaux, des viols, des meurtres, enfin tout ce qui va bien. Et on a regardé que 4 épisodes. En 4 épisodes, je me sentais mal. Je me suis vraiment, cette série m'a vraiment, enfin je me suis vraiment sentie mal, très mal. Donc voilà. Donc pas ce genre de série. Ne me proposez pas ce genre de série, s'il vous plaît. Après, voilà, hein, comme quoi à chacun ses goûts et à chacun sa sensibilité. En tout cas, ça me fait plaisir, moi, de vous partager les petites choses qui, justement, que j'ai lues, qui m'ont fait du bien, qui m'ont plu. Et j'espère que vous passerez des bons moments de lecture et de visionnage. Salut!